Bonjour, bienvenue dans notre émission. Je suis Lou Chenet, je suis porte-parole d'Attaque et j'accueille aujourd'hui Anne-Sophie Saint-Père, journaliste, et Olivier Petitjean, journaliste et coordinateur de l'Observatoire des multinationales. Et vous avez coécrit avec Olivier Blamangin le dernier rapport d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales sur le système Bolloré. Alors, on parle du système Bolloré parce que c'est un vaste sujet qui mêle intérêts financiers, influence politique et culturelle au service de l'extrême droite. Et ce rapport, il a justement vocation à démêler tout cela. L'objectif, c'est de rendre accessible à tout le monde les clés de compréhension d'un système qui peut paraître compliqué. Et donc, ce rapport est en accès libre sur notre site et sur le site de l'Observatoire des multinationales. Il est ponctué de résumés, d'encadrés, d'illustrations qui permettent de bien s'approprier le sujet. Et donc, tout au long de cette émission, nous allons parcourir le rapport et essayer de décrypter ensemble les ressorts de ce système Bolloré. Et du coup, j'ai une première question peut-être à tous les deux, c'est pourquoi on s'intéresse à ce système Bolloré? Pourquoi on parle du système Bolloré et pas que de Vincent Bolloré d'ailleurs? Je pense qu'on parle de système Bolloré en deux sens. D'abord, derrière effectivement la personne de Vincent Bolloré, il y a toute une machine. Donc comprendre d'où vient son argent. Donc il y a toute une partie où on explique comment Bolloré a construit sa fortune. On va y revenir, je pense. Quels sont ses alliés, comment il contrôle son empire avec relativement peu de capital, mais d'une main de fer. Et comment probablement cet empire va lui survivre et toujours pousser dans le même sens. D'utiliser ses profits financiers au service d'une bataille culturelle, au service de l'extrême droite, même sans Vincent Bolloré, parce qu'il a mis en place une machine que ses enfants, si c'est effectivement eux qui héritent de l'entreprise, vont poursuivre avec des alliés, des pièces comme dans les médias Cyril Hanouna et autres, qui vont continuer à faire la même chose. Donc on explique comment fonctionne l'Empire Bolloré aujourd'hui, dont la partie mise au service de l'extrême droite est une petite partie, mais le tout fonctionne de manière intégrée. C'est une pièce dans une machine, quoi. Et c'est aussi un système en un deuxième sens, au sens où Bolloré, ce qu'on montre, au fait, c'est une créature du système économique et politique qu'on a en place en France, au-delà, depuis au moins les années 80. C'est une créature des marchés financiers, de la bourse, du pouvoir de la bourse sur l'économie réelle. C'est grâce à la bourse qu'il a fait sa fortune. C'est une machine des politiques économiques favorables aux entreprises, que ce soit en France avec des aides publiques ou à l'étranger avec la diplomatie économique, qui ont rendu possible cette fortune. Et c'est aussi l'absence de loi, par exemple, sur la concentration des médias qui lui ont permis d'accumuler ce pouvoir qu'il utilise aujourd'hui au service de l'extrême droite. Et justement sur la diplomatie politique au service de l'Empire, Anne-Sophie, dans le rapport, on explique comment ça nourrit en fait le système Bolloré également. Est-ce que Oui, tu peux... alors on a toute une partie qui s'intéresse, aux liens de Vincent Bolloré avec les politiques. Faut quand même savoir que Vincent Bolloré, c'est un fils d'industriel. La papeterie Bolloré, ça existait bien avant lui. Son père était déjà un industriel et donc lui, il a grandi dans un milieu qui côtoyait déjà, les Rothschild, mais aussi des personnalités politiques. Alors la légende veut qu'il ait appris à jouer aux cartes avec, Pompidou, qu'il a toujours, tutoyé et on montre que, Vincent Bolloré, il a des connexions avec, des personnalités politiques de tous bords, Il n'a pas toujours été d'extrême droite. alors, absolument pas et même aujourd'hui, en fait, il continue à côtoyer des personnalités politiques, Nicolas Sarkozy, à François Hollande. Enfin, du côté, de la gauche, par exemple, on peut penser particulièrement à Bernard Poignant maire, qui a été maire de Quimper, député et conseiller de François Hollande, donc un bon accès, au président de la République à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui est forcément, propre à Vincent Bolloré, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand capitaine d'industrie, il est forcément intégré dans ce monde politico-financier à divers degrés, mais l'idée, c'est d'avoir un accès privilégié aux politiques, et voilà et Vincent Bolloré, c'est aussi, l'ex-beau-frère par alliance, de Gérard Longuet, il est le père de Valérie Pécresse qui a été président, de Bolloré Télécom, la femme de Brice Hortefeux qui a siégé, au conseil d'administration de Blue Solutions, qui est une des filiales du groupe Bolloré. Donc en fait, il côtoie, beaucoup de personnalités politiques et on pourra revenir dessus, mais à la fois, les politiques se servent, de l'industriel Bolloré, pour de la communication, pour, montrer les soi-disant résultats d'une politique industrielle, de ce fait-là, Bolloré, il a aussi une influence. Il peut aussi avoir une influence sur les politiques. Il a aussi un accès privilégié pour, parler de ses besoins, des risques.
On a très rapidement évoqué la question du pluralisme dans les médias. C'est un député, Patrick Bloch, qui a travaillé sur la loi sur le pluralisme et l'indépendance dans les médias. Et via justement Bernard Poignant, Vincent Bolloré a pu l'appeler avant. Alors évidemment, le député dit que ça n'a eu aucune influence sur la loi. Reste qu'elle n'a pas traité de la question de la concentration des médias. C'est toujours difficile de mesurer quelle est cette influence, mais en tout cas, on sait que Vincent Bolloré, et il le dit lui-même très clairement, il a accès au plus haut niveau de l'État et aux politiques. Et aujourd'hui, justement, sur les médias, c'est quand même une part énorme de son empire, si on peut appeler ça un empire, ce qui n'est pas tout à fait le cas du passé. Tout à fait. Vincent Bolloré, au fond, c'est un financier. Et son empire, il l'a construit à partir des années 80 à travers des rachats boursiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil du temps, en fonction des opportunités ou des possibilités de plus-value, il a revendu des parties de son empire au moment où il pouvait en tirer le plus d'argent. Et donc, pendant longtemps, Bolloré, c'était entre autres synonyme de port en Afrique, de concessions en Afrique. Et il les a revendus il y a 2 ans à un groupe italo-suisse qui s'appelle MSC. Il en a tiré plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, l'empire Bolloré, c'est à 90% les médias et la communication et la culture en général. Et donc, il y a encore quelques restes d'activité industrielle, mais vraiment marginales par rapport à ce gros bloc qui est maintenant l'essentiel de l'empire Bolloré. Ouais, donc ce qu'on peut lire dans le rapport, c'est que c'est pas un industriel comme on aime à le présenter, mais plutôt en fait un financier qui a été beaucoup aidé par des appuis financiers, politiques, diplomatiques, etc. Tout à fait. Le rapport, c'est évidemment une occasion de casser beaucoup de mythes que Bolloré aime bien raconter sur lui-même. Il aime bien dire qu'il ne doit rien à personne, qu'il a construit sa fortune et qu'il n'a jamais rien demandé aux politiques. C'est pas vrai, Anne-Sophie vient de le rappeler. Il aime bien dire aussi, se présenter comme un industriel bien ancré dans son territoire breton. En fait, il a grandi à Paris, il a côtoyé le monde des affaires depuis son enfance. Il a commencé sa carrière dans la finance avant de reprendre son entreprise familiale. Il a toujours agi avant tout comme un financier et ses activités industrielles restent minimes. Et justement, sur cette histoire de mythe d'un industriel ancré dans son territoire, etc., il y a aussi toute la face cachée du système Bolloré et ces échecs industriels dont le grand public n'a pas connaissance. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui d'avoir un petit peu ces aspects pour bien comprendre qu'on ne parle pas là d'un génie de l'industrie. Voilà. Tout à fait. Vincent Bolloré, on l'a dit, et il faut le répéter, ça reste un financier. Donc il a des coups boursiers qu'il a réussi, au sens où il a réussi à prendre le contrôle d'entreprises qui se sont révélées très lucratives ou qu'il a pu revendre avec des plus-values très fortes, mais aussi beaucoup d'investissements qui ont été perdants en termes financiers. Et puis il y a aussi toute la partie industrielle où il a fait de nombreux paris industriels qui ont échoué. Par exemple, il a investi des millions d'euros dans une technologie proche du Wi-Fi, que ça a échoué, il vient de l'abandonner. Et depuis 10 ans, il investit beaucoup sur une technologie de batterie électrique qu'il utilise pour les voitures électriques, pour les bus électriques, etc., avec une filiale qui s'appelle Blue Solutions, et qui depuis 10 ans, il nous promet monts et merveilles que ça va révolutionner l'industrie. Et c'est une excuse, justement, c'est une des raisons pour lesquelles les politiques viennent visiter l'usine qu'il a en Bretagne, parce que ça fait bien. Mais de fait, il engloutit tous les ans des millions d'euros et c'est un échec commercial retentissant. Le contrat de l'Autolib à Paris, c'était entre autres conçu pour valoriser justement cette technologie, ces batteries. Il a dû l'abandonner parce que ce n'était pas profitable. Ça a donné lieu à un contentieux avec les villes, les communes de la région parisienne. Même chose à Lyon et ailleurs où il y a eu des contrats. Donc pour l'instant, c'est quand même un échec assez retentissant. Et quand on regarde ses comptes, parce que évidemment pour ce rapport, on a été fouillé dans les chiffres et on voit que toutes ces activités industrielles, donc il y a surtout donc les batteries, des activités dans le pétrole, le stockage pétrolier sur lesquelles on va peut-être revenir, et quelques activités un peu dans la logistique, le traçage, les portillons, la biométrie, des choses comme ça, qui sont un peu les seules choses qu'il a gardées de ses ports et de son empire logistique. Tout ça tous les ans, et depuis 10 ans, depuis qu'on regarde, ça perd de l'argent tous les ans. Donc c'est vraiment pas ça c'est pour ça que ça laisse un peu à penser que ça reste plutôt pour lui un levier d'influence, de dire je suis un industriel, je fais venir les politiques, mais c'est pas ça qui nourrit sa fortune. Et en fait, du coup, ces comptes s'équilibrent entre ces différentes activités. Mais du coup, c'est quoi les activités qui rapportent Les activités profitables, c'est ces activités dans la culture et la communication, donc qui représentent 90% de son chiffre d'affaires, 90% de ses employés. Donc il possède une part... de manière assez typique, on va y revenir, il possédait, en tout cas jusqu'en décembre, là il a eu une petite opération financière, un peu moins de 30% de Vivendi, mais par différents moyens, il avait un contrôle total du groupe Vivendi. Et Vivendi, c'est Canal+, donc des médias, des chaînes de télévision, c'est de la production audiovisuelle, cinématographique, c'est des salles de cinéma comme l'Olympia,
Ensuite, il vient de racheter. C'était une maison d'édition, un ensemble de maisons d'édition, pardon, qui s'appelait Editis, qu'il a revendu pour mettre la main sur Hachette, avec des maisons d'édition dont Fayard et bien d'autres, mais aussi les relais, donc tous les magasins en gare, dans les aéroports, le journal du dimanche. C'est Havas, une agence de communication, et c'est une partie qu'il a cédée il y a quelques années de Universal Music, donc un catalogue avec les plus grands artistes de la planète, en termes de vente en tout cas, Taylor Swift, etc. Donc c'est vraiment une machine de guerre assez complète. Tous les angles, toutes les industries culturelles, en fait, elles sont couvertes par ce groupe Vivendi et ses différentes branches, Canal+, Havas, Universal et Hachette. Qui irrigue donc ces autres activités déficitaires, à la fois industrielles et Si on dans regarde la les comptes, c'est de là que viennent les oui. bénéfices de Bolloré, D'accord, effectivement. OK. Et en parlant justement de Vivendi, par rapport au soutien politique, enfin, c'est aussi ces soutiens politiques qui ont permis, justement de garder le contrôle avec, toujours l'intervention, de son fameux ami, breton, justement pour faire en sorte que Vivendi reste bien français, ne parte pas, enfin, il y a toujours cette espèce pas de mythe, mais disons, de volonté de faire en sorte que, le contrôle, soit opéré par un industriel français. Oui, alors c'est là-dessus. quelque chose que Vincent Bolloré met beaucoup en avant. Alors il s'exprime peu publiquement, mais on a pu l'entendre lors d'auditions, notamment par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et lui met vraiment en avant le fait qu'il crée des champions français et qu'il ne faut pas le déstabiliser parce que sinon ça pourrait passer aux mains d'entreprises étrangères. Donc voilà, le minimum qu'il demande, c'est qu'on ne le dérange pas dans ses affaires. Et ensuite, en plus, ce levier d'influence, c'est à la fois donc pour montrer qu'on a des champions français et les politiques se sont fixés ce type d'objectif. Alors on pourra y revenir à la fois en termes de diplomatie économique et en matière de politique industrielle. Et puis par ailleurs, ça lui donne aussi un levier d'influence extrêmement fort sur la vie politique, puisque aujourd'hui il possède énormément de médias. Il finance beaucoup le cinéma. Donc par exemple, les ministres de la Culture sont obligés d'être en lien avec lui parce que ce sont des centaines de millions d'euros pour le cinéma français qu'il ne faudrait pas perdre. Et ensuite, via les médias et notamment les médias d'information qui ont acquis un certain espace dans l'audiovisuel, mais enfin aussi sur la presse écrite un peu partout. Si un ministre, une ministre ose critiquer Vincent Bolloré, il y a risque qu'il y ait une chambre d'écho entre Europe 1, le journal du dimanche et CNews qui aille critiquer toute personnalité qui s'opposerait à lui, ou alors qu'il n'invite plus certains politiques. Donc ça lui donne aussi, ça déséquilibre ce rapport politique, industriel, homme d'affaires. C'est-à-dire que, comme je disais, tous les hommes d'affaires de poids, on va dire, nourrissent des liens avec le politique parce qu'ils ont intérêt pour défendre leurs intérêts. Mais dans le cas de Vincent Bolloré, on va dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il a plus de pouvoir parce que ce poids médiatique est une menace pour les politiques qui ont des enjeux de visibilité et de réélection. Parce qu'il a la main sur des secteurs qu'on veut protéger et donc en fait ça devient plus difficile d'intervenir pour contrôler politiquement ses activités. Ça devient plus difficile de critiquer Canal+ parce qu'en fait il peut mettre en balance le financement du cinéma français par exemple. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'il y a un relais ensuite entre le JDD, Europe 1, CNews, Voilà. etc. Dès qu'il y a, par exemple, je sais pas, la promotion du livre de Jordan Bardella qui s'est fait aussi via Hachette, via Relais. Enfin, en gros, il y a une démultiplication des canaux de propagande, enfin, en tout cas, d'information sur ces sujets. Voilà, il y a une chambre d'écho, ils se répondent et on peut penser à Rima Abdul-Malak quand elle a critiqué les dérives de Touche pas à mon poste, qui a fait l'objet de multiples critiques dans ces médias-là. On peut imaginer La ministre de la Culture. Voilà, qui était ministre de la Culture, et on peut imaginer qu'une personnalité politique qui a une ambition de prendre du pouvoir n'a pas forcément envie de subir ce genre de cabale, donc va y réfléchir à deux fois. Donc en fait, le pouvoir politique saute des leviers de pression sur le pouvoir économique, parce que le pouvoir économique peut nuire à sa carrière politique. Et en fait, du coup, là, je trouve qu'on est en train de dessiner un petit peu un portrait aussi de l'homme quelque part derrière le système. Dans le rapport, il est décrit comme manipulateur, brutal et aimant avoir le contrôle. Est-ce que, Olivier, tu peux détailler un petit peu ce qu'il y a derrière ces trois qualificatifs? Dans le rapport, effectivement, on revient un peu sur sa carrière. Comme j'ai dit, il a une réputation, donc on revient sur sa réputation. Effectivement,
il est connu par une méthode, quand il prend possession, quand il a pris possession des entreprises, c'était toujours de manière un peu détournée. Donc il montait au capital sans le dire, via ses filiales au Luxembourg. Et puis tout à coup, quand il avait assez, il disait me voilà, mais vous inquiétez pas, j'ai aucune intention agressive. Et en fait, il s'avère 2 mois plus tard qu'effectivement, il veut prendre le contrôle. Donc il y a ce côté, il le fait encore aujourd'hui, quand il monte au capital d'une entreprise, c'est un peu de manière détournée. Donc on se demande évidemment, enfin ça met en lumière un peu son comportement politique. Quand il nous dit la main sur le corps, mais non, je suis pas d'extrême droite, mais non, je me mêle pas de politique. Du coup, on se dit peut-être qu'il faut pas trop le croire. Ensuite, l'autre caractéristique, effectivement, c'est que Brutal, la brutalité, brutalité. voilà, pardon. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé, donc on a beaucoup parlé quand il a pris en main évidemment les médias, la rédaction d'ITélé, cette grève historique, mais aussi au JDD, à Europe 1, pareil. Donc cette reprise, et même à Canal+, d'ailleurs, où il a supprimé des émissions emblématiques comme Les Guignols. Donc quand on a beaucoup parlé, cette prise en main brutale des entreprises, il aime bien affirmer son pouvoir, et ça aussi on l'a vu, même avant dans sa carrière, avant même qu'il soit dans les médias, il aimait bien... il avait un Arrivé petit aux côté âgés, exécution ouais. publique, donc il arrive aux âgés, il annonce devant tout le monde qu'il vire la directrice des ressources humaines, ou que voilà, il remplace, et il fait un coup, pas d'État vu que c'est des entreprises, mais dans l'AG même, c'était le cas à Havas. Donc voilà, il a cette manière un peu théâtrale de prendre le contrôle, de faire sentir son pouvoir. Il aime bien faire sentir son pouvoir. Là aussi, ça laisse son genre sur ce qui nous attend. Et sur, voilà, c'est le lieutenant qui qui applique la même conception du pouvoir. Et effectivement, la dernière caractéristique de Bolloré, c'est quelqu'un qui a toujours été très malin. En un sens, Bolloré, c'est un peu comme Bernard Tapie ou d'autres. C'est quelqu'un qui aimait reprendre l'entreprise. Il vient des années 80, le mythe de l'entrepreneur, le raideur financier. À un moment, il a été surnommé par la presse économique, pardon, le petit prince du cash flow, ça dit tout. Voilà. Et donc, il aime bien, mais sa spécialité, c'est vraiment de savoir prendre le contrôle en apportant relativement peu d'argent. Donc, il est vraiment doué, et c'est pour ça, peut-être sa carrière dans la finance et toutes les aides qu'il a eues, d'autres financiers, d'autres banquiers, comme Antoine Bernam, lui ont appris ça, à prendre le contrôle d'entreprise en ayant une minorité du capital. Donc, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui avec Vivendi et ses filiales où il a juste 30%, un peu moins, un peu plus du capital, mais il a un contrôle absolu. Et tout ça, il l'a construit avec un système un peu particulier qu'on appelle le système des poulies bretonnes. C'est un empilement de sociétés où il a à chaque fois une part juste majoritaire qui permet à chaque étape il y en a 5 ou 6 comme ça, jusqu'à Bolloré SE, qui est le groupe Bolloré tel qu'on l'appelle aujourd'hui, qui lui-même en dessous derrière a Vivendi. Donc à chaque fois, à tous les niveaux, il y a des gens qui apportent du capital parce qu'ils croient que c'est Vincent Bolloré, il a une bonne réputation, donc il va faire fructifier ça. Donc voilà, il arrive en gros, il n'est pas aussi riche qu'on le pense. Il apporte, lui et sa famille apportent relativement peu de capital, mais il contrôle tout, quoi. Ouais, ce système des poulies bretonnes, il est bien décrit dans le rapport. On a essayé de l'illustrer avec un schéma pour essayer de bien faire comprendre, mais c'est vrai que c'est pas évident de comprendre que finalement, en étant, enfin, pas, en possédant pas la totalité des différentes entreprises qu'il a, en fait, il arrive quand même à avoir le contrôle. Il y a aussi le fait qu'il s'entoure à chaque fois de très proches, en fait, contrairement à d'autres entreprises où le conseil d'administration, par exemple, est beaucoup plus Ouais, divers. Là, tout à fait. c'est à chaque Bah, fois ça très fait partie resserré. du même système, ouais. Donc il aime bien à chaque étape dans toutes ces sociétés qui s'empilent. Donc il y en a une tout en haut qui possède 50,1% de l'autre, qui possède 50,1% de l'autre, 50,1% de l'autre, et à chaque fois il y a des gens qui apportent le reste du capital. Mhm. Et dans toutes ces sociétés, elles ont des conseils d'administration, et ben, on retrouve à peu près toujours les mêmes personnes, et notamment toute sa famille, mais aussi ses alliés proches qui ont des positions dans tous ces conseils, y compris dans les filiales au Luxembourg. Par opposition, par exemple, tous les groupes du CAC 40, c'est documenté dans un groupe comme Total, au conseil d'administration, il y a plein de gens qui viennent des autres groupes du CAC 40. C'est ce qu'on appelle l'effet de consanguinité, où ils se serrent les coudes. Bolloré, il y a un tout petit peu de ça avec Canal+ maintenant, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment voilà, la famille. Donc il y a ses enfants de plus en plus Par récemment, parce alliance qu'ils aussi. sont devenus grands. Il y a son neveu, il y a un tel qui est marié à un cadre de l'entreprise, etc. Voilà, c'est les gens qui ont fait leurs preuves, et il aime bien voilà, s'entourer de gens qui ont juré, qui ont démontré leur fidélité, quoi. Et ça fait 2 fois que tu parles du Luxembourg, mais du coup, Attaque, nous, ça nous intéresse Bien beaucoup sûr. parce que les filiales au Luxembourg, on a l'habitude d'en voir, chez les milliardaires. Donc il y a aussi, des histoires d'évasion fiscale évidemment, Ouais, ou dans l'histoire d'optimisation. Bah, c'est vrai que ça fait partie des mythes qu'on essaie de déconstruire.
le vrai empire de gravité d'un point de vue financier, juridique du groupe Bolloré, c'est pas du tout le Finistère, c'est pas du tout la Bretagne, c'est le Luxembourg. C'est là qu'il y a son argent, ses réserves. C'est ça qu'il utilise quand il veut prendre le contrôle d'une entreprise. C'est par là que voilà, qu'il gère tout son groupe, qu'il contrôle tout son groupe par ces mécanismes que j'ai décrits, pardon. Et effectivement, ça, en outre, ça a l'avantage d'être discret. Comme ça, il peut monter au capital d'une entreprise. Ça passe par le Luxembourg avec des sociétés qui ont des noms un peu bizarres parce qu'elles viennent de l'ancienne société coloniale, notamment le groupe Rivaud qu'il a acquis dans les années 1990. Donc il y en a une qui est très importante, par exemple, qui s'appelle la plantation des terres rouges. Donc ça vient de cette époque. Et donc ça a aussi l'avantage que, effectivement, c'est le Luxembourg, et donc la fiscalité sur les plus-values, les dividendes, c'est assez réduit. Ils payent beaucoup moins que ce qu'ils paieraient si c'était des sociétés en France. Et c'est aussi l'avantage, et ça on en parle beaucoup moins, parce que comparativement, quand on regarde la rémunération de Vincent Bolloré ou de ses enfants, honnêtement, il gagne un peu moins que la moyenne du CAC 40, c'est pas Bernard Arnault, Patrick Pouyanné, c'est moins. Mais en fait, via sa position dans des conseils d'administration dans ces sociétés Luxembourg, il y a un système qu'on appelle les tantièmes. Ouais. Et donc, quand il siège dans un conseil, il a à chaque fois droit à 10% des dividendes. Donc voilà, il complète sa rémunération via Luxembourg. Donc le Luxembourg a plein d'avantages pour Bolloré, ça fait partie de la machine. Et en parlant d'organisation aussi, très récemment, la réorganisation de Vivendi, Canal, etc., en découpant les sociétés et en les positionnant dans les différentes bourses, ça lui permet aussi d'avoir à la fois un avantage de contrôle et également un avantage fiscal en fait Ouais. sur les. Bah, c'est vraiment, ça montre qu'il n'a pas changé depuis les années 80. Ça reste dans la même logique. Il compose, il recompose son groupe en fonction de ce qu'il arrange. Donc là, à un moment, il avait tout regroupé dans Vivendi, il avait fait racheter Havas par Vivendi, etc. Maintenant, il a décidé que c'était mieux de tout reséparer. Donc il a séparé Universal il y a quelques années tout en gardant une part importante. Et puis c'est vraiment lucratif, donc ça lui assure des revenus. Et là, il a séparé Vivendi en 4 morceaux. Il y a Canal+, qui va être coté à Londres. Il y a Havas qui va être coté à Amsterdam. Il y a Hachette, dont le journal Dimanche Relais, qui va être coté à la Bourse de Paris, mais hors du CAC 40. Et le reste de Vivendi, qui est un peu une société de holding avec des participations qui restent, qu'il n'utilise pas trop. Et pourquoi ça? Donc lui, il a vendu ça en disant, mais ça va faire monter en bourse, donc la somme des parties vaudra tout mieux plus en bourse que l'ensemble. Peut-être qu'il y croyait. Pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié, ça a plutôt perdu. Mais l'avantage, c'était que en France, à la Bourse de Paris, il y a quand même une régulation assez stricte sur les OPA. Donc dès qu'on dépasse 30%, on est obligé de faire une offre publique d'achat, c'est-à-dire de racheter, en tout cas proposer aux autres actionnaires de racheter leur part pour contrôler 100%. Et ça, Bolloré, il ne veut pas le faire parce que ça coûte très cher, parce qu'à chaque fois, il est obligé de proposer plus que le prix de l'action. Il faudrait qu'il rachète 70% du Vivendi. C'est pas sa méthode. Lui, sa méthode, c'est de mettre le moins possible de son argent tout en gardant le contrôle. Et donc, pourquoi il a éclaté son empire comme ça? Il a mis Canal+ à Londres parce que la régulation en Angleterre, elle est moindre, donc il peut garder le contrôle en montant un peu au capital si besoin, sans avoir à faire une OPA. Pareil à Amsterdam. Et en plus, à Amsterdam, l'avantage, c'est que quand il est au capital depuis longtemps, il a des droits de vote double, triple, etc. Donc, il a totalement verrouillé ça. En plus, c'est verrouillé via une fondation, etc. Enfin, c'est vraiment... Et voilà. Et même à Paris, Hachette, il l'a mis dans un autre indice, pas le CAC 40, mais un autre indice moins important, où pareil, le verrou des 30%, le seuil des 30% a sauté. Donc, il peut se permettre de monter encore un peu, voilà, si des minoritaires veulent vendre, tout en n'étant pas obligé d'acheter. Ouais. Vraiment, le but de l'opération, c'est ça, c'est garder le contrôle en se donnant plus de flexibilité, quoi. Ok, donc on est toujours là-dessus, sur le contrôle absolu. Et puis, il faut rappeler aussi que malgré tout, quand on est à la Bourse de Paris, on a plus d'obligations de transparence. Donc là, par exemple, sur ces activités dont on n'a pas encore trop parlé, de plantation, Non, mais on va... dans l'huile de palme, et caoutchouc, il y a des actionnaires qui peuvent, éthiques entre guillemets, qui l'interpellent, qui lui disent mais c'est quoi ce que vous faites, etc. Donc là, l'avantage, c'est que voilà, il peut se débarrasser des questions dérangeantes. Il a moins besoin d'être transparent, donc c'est évidemment un autre avantage. Justement, je voulais venir à ces activités sur le continent africain parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler des relations entre Bolloré, la France-Afrique, etc. Et là, on a l'impression, enfin, il donne l'impression, ou il souhaite donner l'impression, qu'il se désengage un petit peu de ce continent. Enfin, on voit dans le rapport que c'est pas tout à fait vrai. Et peut-être aussi, ce qui est pas très connu, c'est les relations qu'il entretient avec la diplomatie. Enfin, comment la diplomatie française l'a aidé à une époque aussi à s'installer et comment il lui rend bien. Enfin, toutes ces relations qu'on ne voit pas en fait au grand jour quand on parle du système Bolloré.
Oui, alors je laisserai peut-être, Olivier parler, des Les activités, activités en elles-mêmes. en Afrique avant et après, mais effectivement, le groupe Bolloré a des activités à l'international, comme on l'a vu et bénéficie tout à fait de la politique de diplomatie économique de la France. Donc la diplomatie économique, c'est une priorité de la France, la promotion, des intérêts des entreprises, françaises à l'étranger, l'attractivité, et ça va se traduire, par, le soutien de, ministres en déplacement, le fait d'emmener des industriels, en voyage officiel, de tout faire pour ouvrir des marchés aux entreprises françaises. Nous, on est allés regarder un petit peu, comment, le groupe Bolloré en profitait. Alors c'est comme plein d'autres groupes, hein, mais, il y a plein d'ambassades à travers le monde, qui vont, célébrer les investissements, du groupe dans tel ou tel, domaine, dans tel ou tel pays. Il va y avoir des visites, soit de ministres ou de consuls, sur, des sites, de Bolloré Logistique en Chine, ou, sur, sur des containers, de port en Afrique. Donc, l'appareil diplomatique, on va dire, valorise fortement, les activités, du groupe Bolloré à l'étranger. Par ailleurs, il y a une espèce de proximité, forcément, c'est-à-dire que, il y a des sommets pour l'investissement, Business Summit et cetera, où on va retrouver, des gens qui travaillent pour les groupes Bolloré et des personnes de l'ambassade, qui sont là dans cette mission de diplomatie économique, hein, de se rapprocher des groupes, français, des industriels, de voir comment, promouvoir la présence française à l'étranger, de manière un peu pareil, il y a aussi, voilà, le groupe Bolloré va se retrouver, en mécénat ou en sous-financement, d'événements dans les ambassades directement, hein. Le bal du 14 juillet dans telle ou telle ambassade ou qu'on organisait la fête du Beaujolais nouveau et on va aussi retrouver, des personnels de l'ambassade, donc il y a une proximité très forte. Donc on retrouve aussi pas mal de conseillers, du commerce extérieur de la France. Donc ça, ce sont des positions bénévoles, qui sont occupées par des personnes qui travaillent dans des entreprises, et qui sont en contact avec la diplomatie française pour, réfléchir à comment améliorer l'attractivité, des entreprises, comment soutenir telle ou telle, compagnie et on en a, retrouvé, beaucoup, qui travaillent ou ont travaillé pour le groupe Bolloré. Alors, encore une fois, ça concerne plein d'autres Mmh. entreprises, mais en tout cas, le groupe Bolloré est, tout à fait proche, de ses réseaux diplomatiques, dans les pays où il opère, ça peut poser plein de problèmes parce qu'on va revenir sur, les activités, de Bolloré, mais il y a eu plusieurs scandales, d'allégations de violation des droits humains, de scandales environnementaux. C'est plus compliqué quand l'appareil diplomatique, français a soutenu une activité. Ensuite, pour la France de voilà, elle se retrouve un peu embarquée ou en tout cas liée à ce type Mmh. d'activité. Moi, j'ai notamment pensé parce qu'il y a beaucoup dans les communications d'ambassade, de messages sur le groupe Canal+, qui fait ci ou ça dans tel ou tel pays africain. Et donc Olivier va parler aujourd'hui de l'offensive de rachat de médias en Afrique, par Bolloré. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, les difficultés que ça pose en France en termes d'indépendance et de pluralisme des médias, évidemment dans les pays africains, la problématique se pose. Il y a des inquiétudes sur ce que ça pourrait donner et de voir aujourd'hui l'appareil diplomatique français qui soutient, des chaînes qui pourraient participer à une expansion qui vont nuire à l'indépendance et la pluralité des médias dans plusieurs pays africains, ça paraît assez problématique. Mmh. Et quand tu parles de soutien, c'est vraiment des communications, sur les réseaux sociaux et cetera qui vont en plus, qui très publiquement en fait, soutiennent de manière, sans Ah filtre oui, en oui, c'est fait, tout à fait ouais. public. On s'est basé sur des données publiques, sur des posts, sur, Twitter, devenu X, ou sur des posts Facebook, où, voilà, Bolloré est perçu comme un champion français et encore une fois, c'est d'ailleurs, l'argument qui mobilise pour dire qu'il ne faut pas entraver ses activités parce que c'est un champion français, et ça pose beaucoup de problèmes quand ces activités, deviennent, contestables, à la fois, sur des normes, éthiques ou de droit, où il va complètement outrepasser, les règles et à partir du moment où on les a glorifiés, à un moment, ça devient plus compliqué de les critiquer. Mmh. Et du coup, sur ces activités, en Afrique, il y a ce changement en fait un peu de la logistique aux médias, je sais pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Ouais, bah oui, en fait, c'est simple. Donc, l'entreprise familiale Bolloré, donc, on l'a pas dit, mais à la base, avant qu'il arrive, c'était une entreprise papetière. Ils faisaient du papier Bible, du papier à cigarette, notamment la marque OCB, bien connue des fumeurs. Et il a jamais eu aucune affinité avec l'Afrique. Ils n'ont jamais eu d'activité en Afrique. Donc, Bolloré, il arrive en Afrique parce qu'il y avait des opportunités, justement, dans les années 80-90, des groupes qui étaient à vendre, notamment des groupes qu'on a totalement oubliés, la Sofica, la SCAC, et plus tard le groupe Rivo, qui avait plein d'activités en Afrique. Et c'est par ce biais qu'il est entré en Afrique. Et en fait, ces activités, c'est beaucoup des activités de monopole, notamment, ou de quasi-monopole, donc notamment sur les cigarettes au début, dans les années 80-90, Bolloré, il avait la marque Bastos,
qui avait un quasi-monopole en Afrique, c'était très lucratif. Il en a tiré beaucoup d'argent, et puis à un moment, il a senti le vent tourner, et puis il a revendu, a fait une grosse plus-value. Et c'est plus développé ensuite sur les ports et la logistique, donc à la fois parce qu'il y avait des activités historiques, à la fois à cause du contexte années 80, 90, 2000 où il y avait des privatisations, les institutions financières internationales encourageaient à la mise en concession, etc. Donc il a mis la main sur des ports, des concessions ferroviaires. Il a construit ce gros empire logistique, donc port, ligne de train, transport interne, etc., qui faisait un tout et qui faisait de lui là, un grand nom. C'était un acteur clé en Afrique pour les multinationales françaises, pour les multinationales pas françaises, chinoises, etc. On passait par Bolloré pour les projets en Afrique. Et puis, un jour, et tout le monde, pour beaucoup de gens, Bolloré, c'est devenu synonyme de France-Afrique, etc. Un jour, après le Covid, au moment où justement les tarifs de transport maritime explosaient, il y avait des gros acteurs, il s'est dit c'est le bon moment pour vendre. En 2021, 2021, 2022, 2023, il a revendu ses activités africaines, voilà, et il est parti sur ce côté. Il a beaucoup dit, bon, pour plusieurs milliards d'euros, à un groupe italo-suisse MSC, il a beaucoup dit je quitte l'Afrique, en fait c'est pas du tout vrai, parce que d'une part, il garde ses activités via la Socfin dans les plantations d'huile de palme et d'EVA qui sont en Asie, mais aussi dans beaucoup de pays africains. Et aussi, surtout, parce que toute sa partie communication, non seulement Canal+ est aujourd'hui leader dans l'Afrique francophone, avec plein de pareil, le même dispositif qu'en France qu'on a décrit, donc des chaînes de médias, des plateformes web, des salles, Canal Olympia, des boîtes de production, etc. Et aujourd'hui, il est en train de mettre la main sur l'équivalent pour l'Afrique anglophone qui s'appelle MultiChoice, qui est une société basée en Afrique du Sud, mais qui est présente sur tout le continent côté anglophone. Et donc, s'il réussit à mettre la main dessus, ce qui paraît en bonne voie, en fait, il aura un monopole ou une position dominante sur tous les marchés d'Afrique, sur toute cette gamme de services culturels, plateformes, vidéos à la demande, boîtes de production pour les émissions télé, pour le cinéma, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de concentration des médias qui est très fort. Alors, pour l'instant, il faut dire qu'il n'a pas trop utilisé. Bon, il y a quelques cas où il a mis en valeur ces médias africains, je parle mis en valeur ses affaires ou certaines personnalités politiques un peu contestables ou religieuses. Mais pour l'instant, il n'a pas trop utilisé à des fins politiques comme on le voit en France. Mais du jour au lendemain, comme on l'a vu en France, il peut décider de changer et puis voilà, de mettre ça au service d'un projet politique ou au moins de ses amis qu'il a gardés parmi les dirigeants africains. C'est vrai que dans le rapport, on montre, enfin, il y a une carte qui montre en gros la complémentarité entre Canal et MultiChoice et ça. Voilà, c'est un puzzle à deux pièces. Exactement, ouais, c'est assez impressionnant et ça pose question, comme tu dis, sur enfin, ce que vous avez dit sur la pluralité et la liberté de parole même derrière. Et puis il y a aussi, comme voilà, un phénomène important, c'est qu'il multiplie aussi les chaînes en langue locale africaine, donc il a un peu tendance à écraser les médias indépendants qui existaient locaux, voilà, il est remplacé par un empire où tout est connecté, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu de concentration des médias pour des raisons, bon, on craint évidemment, vu de France, que ça soit utilisé pour des raisons politiques, mais en soi, la concentration, c'est un problème parce que ça casse aussi le développement de médias indépendants, vraiment africains, indépendants. Bah, cet exemple, je pense, il montre vraiment quand même une volonté hégémonique culturelle. Voilà. Enfin, c'est quand même assez flagrant. Et ce que tu disais aussi sur le fait que c'est pas que les chaînes de télé, c'est toute la chaîne avec justement les boîtes de production qui produisent les émissions et ça. Et ça, enfin, on l'a vu en France, mais c'est vraiment c'est ça qui fait que derrière, en fait, il n'y a plus du tout de possibilité d'en faire entendre des voix différentes. Bon, en tout cas, c'est une toile bien tissée qui fait que voilà, les médias indépendants partent en position de faiblesse quand ils veulent être visibles, quoi. On se posait aussi la question dans le rapport sur le fait qu'il quitte ses activités ou il délaisse ses activités industrielles en Afrique, peut-être aussi à cause des affaires et des procès qui lui sont intentés. Enfin, on a vu qu'il y avait plusieurs affaires, notamment une ces derniers temps qui a été intentée par une ONG, mais ça date aussi les catastrophes ferroviaires au Cameroun. Effectivement, donc il laisse un lourd passif en Afrique. Il a quand même multiplié les mises en cause des activités de la Socfin pour atteinte aux droits humains, accaparement des terres. Il y a eu de nombreux rapports d'ONG, enquêtes journalistiques qui ont donné lieu d'ailleurs à des procès en diffamation de la part de Bolloré qu'il a généralement perdu. Mais voilà, c'était un premier sujet, une première épine dans le pied. Et ensuite, effectivement, il y a eu deux catastrophes ferroviaires en 2015-2016.
dont la première était la plus importante en termes de décès en Cameroun, qui est aussi, malgré tout, bon, il n'a pas été trop mis en cause directement, mais bon, les autorités camerounaises n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en place une comité d'enquête qui a quand même révélé des choses sur la gestion de cette ligne et les raisons de la catastrophe pour des raisons économiques, de sous-investissement, de mauvaise gestion. Et enfin, il y a une enquête qui a été lancée maintenant il y a un peu plus de 10 ans en France sur des allégations de corruption en lien avec l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée. Donc il y a une saga un peu judiciaire avec de nombreux rebondissements, mais qui effectivement n'est pas finie. Donc l'essence des faits, pour simplifier, c'est l'idée qu'il aurait en fait en échange l'obtention de la concession portuaire dans ces deux. Il aurait demandé à l'agence Havas, donc une partie de son empire, d'aider les campagnes ou sous-facturer les campagnes électorales des leaders de ces deux pays pour leur réélection. Et donc il y a une enquête qui est en cours qui était en cours au niveau du parquet national financier. Il y a une première étape où à la fois Bolloré, donc Vincent Bolloré était mis en examen lui-même en tant qu'individu et la société Bolloré aussi. Donc une première étape où ils ont accepté une procédure qu'on appelle pour le cas individuel plaidé coupable, pardon. Et pour la société, un nom dont j'ai oublié, mais une convention judiciaire. Le juge, la juge a décidé qu'en fait, le plaidé coupable de Bolloré était trop, parce qu'il acceptait juste de payer une amende de quelques centaines de milliers d'euros, était trop généreux par rapport à la gravité des faits. Donc elle a refusé d'accepter ce plaidé coupable, ce qui est quand même quelque chose qui arrive très, très rarement. Et donc toute la procédure a été relancée. Et voilà, il y a quelques mois, le parquet national financier, il y a requis un procès. Donc il pourrait encore être voilà, comparé devant la justice pour ces faits, pour des activités qu'on rappellera, il a revendues, donc avec beaucoup de, de plus-value de quelques milliards d'euros. Et en même temps, donc il y a 2 semaines, il y a un collectif d'associations africaines qui ont déposé une autre plainte parallèle, mais en s'appuyant en partie sur les éléments justement de l'enquête de cette première plainte, où ils vont encore plus loin, ils réclament au groupe Bolloré que justement il restitue cet argent qu'il a fait sur la plus-value et qu'il la rende aux pays africains en prétextant que, voilà, que c'est des biens issus de la corruption, des biens mal acquis. Donc voilà, il y a encore des affaires, des casseroles qui traînent, donc qui peuvent être effectivement, on peut dire que c'est une partie de la raison pour laquelle il met en scène le fait qu'il a quitté l'Afrique. Mais bon, la raison essentielle, ça reste peut-être que voilà, c'était le bon moment pour faire quelques milliards d'euros de plus-value. Oui, moi je ne suis pas persuadée qu'ils partent à cause de ces affaires. Évidemment, on ne saura pas, on n'est pas dans la tête de Bolloré, mais je pense que c'était le moment où c'était le plus rentable et que c'est un financier et il sait quand est-ce qu'il faut faire des affaires. Par contre, ce que je trouve assez intéressant dans ces histoires de corruption, c'est le peu d'égard de Vincent Bolloré ou du groupe Bolloré pour les règles démocratiques. En tout cas en Afrique, mais peut-être ailleurs. C'est-à-dire que ça ne lui a pas posé problème l'enquête est encore en cours, il va y avoir un procès. Il y a quand même eu un plaidé coupable qui ne joue pas en sa faveur, d'aller sur des financements de campagne hors des règles, de sous-financer les soutiens de ces agences de communication pour les candidats. Enfin, voilà, et tout ça pour obtenir une concession portuaire. Donc, on va dire qu'il a mis ses affaires et les intérêts de ses affaires bien au-dessus du respect des règles du jeu politique et des règles démocratiques. Il faut rappeler qu'il a aussi utilisé ses médias pour service des dirigeants africains. Ça arrivait plusieurs fois qu'ils mettent en valeur sur C8 ou Direct 8 à l'époque des émissions sur l'Afrique où étaient invités les chefs d'État. Donc il avait un moment la presse gratuite qui était distribuée dans le métro le matin et le soir, Direct Matin. Ouais. Pareil, il y avait plein d'articles mettant en valeur les présidents africains avec qui il faisait affaire au moment où il visitait la France, etc. Donc ça s'inscrit dans une longue histoire où il a utilisé notamment ses médias au service de... Et c'est intéressant de voir ça à la lumière de ce qui s'est passé, par exemple, pendant la campagne très courte de juin 2024, où on a quand même eu la sensation, en tout cas l'Arcom a reçu beaucoup de plaintes sur la manière dont certains médias de Vincent Bolloré ont surinvité des candidats de droite, d'extrême droite. On peut penser à des émissions sur Europe 1. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé sur les biais qu'il a pu avoir dans la communication en Afrique, de la même manière qu'en Afrique, ils doivent regarder ce qui se passe dans les médias Bolloré aujourd'hui quand ils voient que autant de médias dans différents pays sont rachetés par le groupe. Oui, il y avait eu des calculs même sur Touche pas à mon poste, sur le temps d'antenne dédié à l'extrême droite par rapport droite plus extrême droite, ça a écrasé complètement le temps d'antenne sur tous les partis en fait pendant la campagne législative. Voilà, Vincent Bolloré, il est connu pour avoir utilisé ses lieutenants, donc c'est pas forcément toujours lui, c'est aussi ses lieutenants qui interprètent sa volonté peut-être.
mais il est connu dès l'époque de Direct Matin pour avoir vraiment mis ses médias au service de ses intérêts économiques. Et là, visiblement, il a passé à un stade où il le met directement au service de son projet politique. En fait, la manière dont il est décrit, un manipulateur financier, sans vergogne, sans morale, enfin, c'est vraiment loin, en fait, de l'image, qu'il se plaît à donner, de traditionnel, moral, bien ancré dans l'histoire, dans le territoire. Enfin, c'est vraiment une personnalité très différente, d'autres milliardaires. Il est pas du tout bling bling et cetera. Enfin et ça, comment il s'en sert finalement? Est-ce qu'il s'en sert? Est-ce que, c'est un peu contradictoire, je trouve, de voir Ouais, ces 2 ensuite, facettes, c'est difficile de ouais. rentrer dans la psychologie, mais effectivement, c'est pas le même modèle de millionnaire que Bernard Arnault, c'est Ça sûr. Il aime bien mettre en scène justement ce côté traditionnel qui est un déni total de la réalité économique de son groupe et de sa propre histoire. Là, donc en 2022, il a fêté les 200 ans de la société Bolloré, qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était au c'est départ. drastique, Elle a rejoint un club un peu prestigieux avec des sociétés bicentenaires qui appartiennent toujours à la famille. Il a fait une cérémonie en costume breton. Donc il a dit aussi à cette occasion, parce que c'est l'occasion, je cède la main à mes enfants, je ne contrôle plus rien. En fait, il contrôle encore tout. On a été regarder dans l'organigramme, justement, ces polybretonnes, ces sociétés. Il y en a une, notamment, il a encore plein de sièges partout. Et il y en a une qui dit nommément dans les statuts, c'est lui qui a le pouvoir de nommer son successeur. Donc il contrôle tout, voilà. Mais oui, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de déni de la réalité. une théâtralisation, de ce qu'il aimerait incarner ou en tout cas de ce qu'il veut qu'on croit qu'il incarne, et du coup, je voulais revenir sur, parce on était un petit peu parti sur les médias et l'extrême droite et je pense que c'est peut-être intéressant à ce stade aussi de voir, quelle influence culturelle enfin, du coup, c'est quoi son influence culturelle? C'est quoi ses leviers, aujourd'hui, en France en particulier? Bon, on a beaucoup entendu parler de Cyril Hanouna, qui va du coup d'une chaîne à l'autre, et d'ailleurs qui a été d'une chaîne à l'autre pendant les législatives. Ça, c'était intéressant peut-être aussi, à rappeler et plus globalement, voilà, entre l'édition, la communication, comment ça s'organise, cette influence, politique et culturelle? Et y compris à travers le mécénat aussi, je pense. Ouais. Ça Donc effectivement, en fait, l'Empire Bolloré, c'est un empire où il y a une face émergée qui est vraiment au service, qui est mis au service de l'idée d'extrême droite. Et son rôle, c'est vraiment enfin, la volonté, c'est une volonté de prescription. Ça lui permet de prescrire ce qu'il y a dans le débat public, forcer justement les autres à répondre, à réagir. Il veut imposer un sujet, Crépol ou autre. Il en revient, il est dans le déni aussi. Et donc il y a plusieurs voix qui vont porter le même message de déni de ce qui s'est vraiment passé sur telle ou telle chose. Dire voilà, c'est les questions d'immigration, etc. Donc c'est vraiment cette fonction de prescription et qui fait que voilà, et beaucoup de médias se sentent, soit les médias Bolloré reprennent ou suivent le sujet, même si c'est pour critiquer ou dire ils n'ont pas dit la vérité, ils restent sur le même sujet. Pendant ce temps, on ne parle pas d'autres choses dont il faudrait parler, qui sont beaucoup plus importantes. Et voilà, les politiques se sentent obligés d'y aller, etc. Donc ça, c'est cette petite partie de l'Empire qui lui permet depuis un certain temps maintenant, de dicter. Et puis il l'a consolidé petit à petit. Au départ, il y avait C8, CNews, il a ajouté Europe 1, le JDD. Maintenant, ça fait un bel ensemble médiatique qui couvre la télé, la presse écrite, la radio. En plus, maintenant, en mettant la main sur Hachette, il a pris une maison d'édition qui, pareil, c'est un peu le même phénomène. Il y a une petite partie en apparence, mais très influente, parce que, bon, on ne l'a pas dit, mais CNews, c'est quand même la chaîne gratuite qui est écoutée partout, etc. Donc voilà, il a mis une maison d'édition parmi d'autres Fayard au service de ce projet. Donc ça se voit que ça fonctionne en symbiose, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment cette fonction. Et de plus en plus, on voit de plus en plus clairement, je pense depuis 1 ou 2 ans, c'est beaucoup plus net, que c'est plus ouvertement mis au service d'un projet politique. Donc je pense qu'on voit petit à petit qu'il se cache de moins en moins qu'il y a les objectifs politiques derrière. Et on l'a vu en particulier lors de la dernière campagne aux législatives, il y a un peu moins d'1 an, effectivement. On a vu à la fois les médias seriner le même message. Hein. On avait vraiment clairement l'impression qu'ils étaient mis au service de la victoire du Rassemblement national. Et en même temps, dans le bloc Vivendi, il y avait une petite agence de com qui s'appelle Progressif Média, qui pareil qui fait partie de l'ensemble Vivendi, qui était directement mis au service, comme l'a révélé Libération, de candidats ciotistes, donc de l'alliance Ciotti-RN. Donc voilà, c'est de moins en moins caché, de plus en plus évident, et on peut craindre, enfin vaut mieux pas espérer que lors des prochaines élections, ils fassent pas différemment, voire pire, quoi. Et peut-être ce qu'on peut ajouter, dire un mot, c'est quand même
Donc ça, c'est une petite partie. Si on regarde les revenus, c'est pas la partie la plus profitable de l'empire culturel Bolloré, mais tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire toute la partie Canal+, qui est un peu la face respectable de l'empire. Et d'ailleurs, quand il comparait, Anne-Sophie en parlait, quand il est devant des commissions d'enquête sénatoriales ou à l'Assemblée nationale, il dit toujours, mais regardez, on a Canal+, on a plein de films avec des homosexuels, des woke, etc., des migrants. C'est son alibi, il s'en sert comme alibi, et ça sert, voilà, ça sert à ramener de l'argent pour financer le reste, parce que tous ces médias d'extrême droite, ils sont pas super profitables. Et ça sert aussi, voilà, de légitimité, de lui garder ses entrées dans le tout Paris des affaires, dans le monde de la culture, du cinéma, etc. Oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'en plus, ça lui donne un pouvoir énorme sur la culture, vu comme Canal+ finance l'industrie du cinéma en France. Oui, et c'est vrai que pour l'instant, alors il va mettre en avant le fait que Canal+ n'est pas au service de l'extrême droite, financer des séries, enfin, qui va produire et diffuser des séries qui sont critiques, au contraire. Alors évidemment, après, Canal+, c'est une chaîne qui est payante, qui est beaucoup moins regardée que CNews, qui va avoir beaucoup moins d'impact sur le débat politique, et ça devient un peu enfin, il se cache un peu derrière tout ça. Et dans ses commissions d'enquête, il dit aussi très clairement que lui ne choisit rien de ce qu'il y a sur ses chaînes, ce qui est assez perturbant à lire quand on voit la manière dont il gère tout son empire, où il y a quand même une volonté de contrôle extrêmement forte sur tout, et d'un coup il aurait cette puissance médiatique et il ne s'en servirait absolument pas. C'est étonnant quand même. OK, je voulais peut-être revenir sur un point qu'on n'a pas trop abordé, sur les aides publiques, parce que, bon, c'est un peu un de nos sujets aussi à Attaque, voilà, et en plus on a sorti, récemment un rapport sur, la dette et le fait que la dette était alimentée en grande partie par, les cadeaux fiscaux aux ultra riches, aux multinationales, via notamment, des aides publiques. Et enfin, Bolloré a priori n'échappe pas à la règle, et du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu et dire comment ça fonctionne? Ouais. Bah, dans ce cas, un peu comme ce que décrivait Anne-Sophie, c'est tout un système, voilà, on y revient, c'est tout le système qui est mis au service de Bolloré. Et donc Bolloré, il profite des aides publiques, mais à la limite comme n'importe quelle grande entreprise. Donc il profite de toutes les aides type exonération de cotisations sociales, etc. Donc, donc oui, il en profite. Ensuite, il y a deux cas particuliers sur lesquels on peut faire un focus. Le premier, c'est effectivement ces batteries, parce que ce rêve d'une technologie de batterie électrique à la française, effectivement, ça fait rêver. C'est bien pour les ministres qui vont visiter l'usine. Donc effectivement, il y a eu de l'argent public qui a été soutenir ça, même si c'est un échec. Et Bolloré a annoncé que bientôt, dans plusieurs années, finalement, ça marcherait, qu'il allait ouvrir une gigafactory en Alsace dans 10 ans, dans un peu moins de 10 ans. Et là, le ministre à l'époque qui a visité son usine en Bretagne a dit oui, on mettra plusieurs centaines de millions d'euros, etc. Donc il y a ces aides publiques, effectivement, donc ça soutient, ça crédibilise un peu cette promesse industrielle que le Bolloré lui-même aime entretenir. Et puis ensuite, il y a toute la question encore plus délicate des aides à la création culturelle et aux médias. Donc effectivement, Bolloré, en tant que propriétaire de chaînes, de médias, en tant que diffuseur de cinéma, etc., il en profite aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des liquidités qu'il avait récupérées en vendant ses activités de logistique en Afrique. Bon, je ne veux pas comparer l'incomparable, mais on a vu aussi l'ascension aux États-Unis d'un homme comme Musk, qui est aussi un, un- un patron, un milliardaire, qui a progressivement mis son capital financier au service d'une politique d'extrême droite. Là, on a l'impression aussi qu'on se dirige vers quelque chose où finalement, il a du pouvoir financier, il a de l'argent, et si on ne sait pas trop exactement dans quoi il va le mettre, il a la latitude pour en faire ce qu'il veut, en fait. Bah, effectivement, disons, et ça à deux niveaux, parce qu'il garde un contrôle total de Vivendi et de tout ce qui gravite de l'ex-Vivendi, donc Canal+, Vivendi, Hachette, Havas, donc il a le contrôle total, donc il peut utiliser, même sans être le propriétaire, autant que Musk peut l'être de Tesla par exemple, même en ayant un peu moins de 30% au capital, il dicte ce qui se passe dans tout ce groupe, donc c'est vraiment une puissance de feu assez importante. Et en plus de ça, au niveau du groupe Bolloré, donc pas de Vivendi qui contrôle, il a aussi donc tous les revenus de la vente de ses activités portuaires et autres en logistique en Afrique et ailleurs. Donc il est assis aujourd'hui sur 6 milliards d'euros, plus sans compter tout ce qu'il peut emprunter, etc. Donc voilà, c'est quand même une fortune colossale et on ne sait pas aujourd'hui, et notamment tous les observateurs financiers, même pour des raisons purement économiques, se disent ah mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va se le donner à lui-même en tant qu'actionnaire? Est-ce qu'il va racheter un truc? Donc aujourd'hui, voilà, on a cette sorte d'épée de Damoclès. On ne sait pas si un jour il décide de prendre le contrôle d'autres médias ou d'autres secteurs d'activité stratégiques. Bah, il a les moyens en tout cas.
Eh ben, je vous remercie tous les deux d'être venus dans cette émission pour parler du rapport sur le système Bolloré. Je rappelle que ce rapport, en fait, c'est une manière pour Attac et l'Observatoire des multinationales de répondre à l'appel des soulèvements de la terre Désarmer Bolloré, qui est donc en cours et sur lequel il y a une campagne en cours et qu'on peut rejoindre à tous les niveaux vu l'étendue de l'empire Bolloré. Il y a de quoi faire. Et je rappelle également que ce rapport est mis à disposition en accès libre sur le site d'Attac et sur celui de l'Observatoire des multinationales. Merci beaucoup. Merci.